Lorsque vous embauchez, à quoi faites-vous attention? Oh, j'imagine que tout d'abord, vous veillez à bien regarder la corrélation ou l'adéquation plutôt du CV que vous avez en face de vous, de la jeune personne que vous avez en face de vous, avec le poste que vous voulez pourvoir. C'est la première chose. J'imagine aussi que vous allez regarder de façon très précise son expérience. Et puis enfin, et ça c'est vraiment très compliqué, vous allez pouvoir aussi vous enquérir de son caractère. Et ça, en une demi-heure, en une heure, en 2 ou 3 rendez-vous, c'est très complexe. Eh bien, voyez-vous, la patrouille de France va beaucoup plus loin que cela encore. Voici son équation. Il s'agit pour elle de recruter 9 pilotes de chasse. 9 exceptionnellement bons. Puis-je vous dire que je ne citerai qu'un chiffre, il en est 600 en France. Ce sont parmi les meilleurs pilotes de chasse du monde. Et dans cette crème-là, c'est la crème de la crème qu'on va devoir prendre. Oui, mais comment va-t-on les choisir? Va-t-on choisir les meilleurs du monde? Va-t-on choisir ceux qui, étant parmi les meilleurs du monde, seront aussi le plus en adéquation avec le poste qu'on leur fixera dans la patrouille et avec la mission qu'on va leur donner? Comment la patrouille de France se débrouille-t-elle avec des hommes d'excellence pour construire une équipe d'excellence? Un général d'aviation, ancien leader de la patrouille de France, est ici parmi nous pour venir nous l'expliquer. Je vous demande de l'applaudir, Patrick Dutartre. Merci beaucoup Patrick d'être parmi nous, donc ancien leader de la patrouille de France, général d'aviation. Je dirais, comme on dit dans la patrouille, décollage, top. Bonjour, je suis très heureux d'être ici parmi vous aujourd'hui pour plusieurs raisons. La première parce que j'ai toujours grand plaisir à parler de la patrouille. La seconde parce que je revois des têtes connues. Et la troisième, parce que je travaille aussi quelque part un peu pour le grand bâtiment, en fait, parce que l'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui, dont je suis directeur général délégué, fait des constructions, parce qu'on fait à la fois dans l'immobilier de bureaux et à la fois on est en train de faire le plus grand écoquartier de France dans le sud de Paris en bois. Voilà. Donc je suis ravi d'être là parmi vous, et puis comme le dit Thierry, on va essayer de parler un peu de patrouille. Alors, comme tout le monde n'a peut-être pas vu la patrouille de France de l'intérieur, j'ai un petit clip en introduction pour vous montrer quelques images. Comment ça se passe à l'intérieur de la patrouille quand on doit faire ces opérations. Dès que la technique, mais ça c'est mal photo, voilà. Alors, un petit clip en introduction et puis ensuite on enchaîne. Attends, check. 2, 3, 4, 5, 6, 8. On prépare 141 825. Pour les mines dorées intérieures. Top. Top. Et top. Formation. Pilotage. Top. Top. Et on y va. 10 minutes d'inclinaison. Et tour à gauche. Base, méthode. Big Bang, top. D'abord. Et tourne. Et tourne. Top. Avance. Rassemblement. Top. Je vais couper.
Alors, la patrouille, qu'est-ce que c'est? On va rapidement parler de ses caractéristiques. Comme vous pouvez le voir, nous avons 8 avions qui constituent en permanence la patrouille et 9 pilotes pour les animer, puisque nous avons un pilote remplaçant. L'équipe est constituée de 32 mécaniciens, 2 équipes, une équipe piste et une équipe de dépannage. L'équipe piste, on parlait des mécaniciens tout à l'heure de dépannage, nous avons exactement les mêmes, et le même type de recrutement au sein de l'armée de l'air. L'équipe dépannage, c'est celle qui change les moteurs, c'est celle qui va modifier la soute à oxygène, c'est celle qui va réparer les radios. Ces avions tombent assez peu en panne, donc ça c'est assez sympa. Mais c'est eux qui vont changer de train d'atterrissage, ça c'est l'équipe de dépannage. Et l'équipe piste, depuis le début de l'aviation, c'est le mécanicien qui part avec son pilote à l'avion, depuis le tout début de l'aéronautique, et qui en charge son avion. Donc il le suit, il refait les pleins de carburant, les pleins d'oxygène, les pleins d'huile. Il vérifie quand on met en route l'appareil que rien ne fuit et que tout est bon pour le vol. Alors, la mission de la patrouille dépasse largement l'armée de l'air, parce que bien sûr, elle est ambassadrice de l'armée de l'air et de la défense. Mais au-delà de ça, elle joue un rôle d'ambassadeur aussi de toute l'aéronautique française. Comme vous le savez, on a la 2e aéronautique du monde. Dans certains domaines, on est les premiers au monde. Comme le montrent encore les résultats d'Airbus qui ont été publiés aujourd'hui, on est encore en avance sur les ventes par rapport à Boeing cette année. Alors comment elle se produit? Elle représente bien sûr également notre pays à l'extérieur des frontières nationales ou frontières européennes. Elle fait des défilés aériens que vous voyez, bien sûr, comme le 14 juillet. Et puis, elle fait surtout des spectacles. C'est pour ça que je vous en ai montré un petit extrait. Et elle fait 3 types de spectacles. Un spectacle beau temps, un spectacle mauvais temps, un spectacle intermédiaire. Alors, le spectacle beau temps, pour nous, il peut pleuvoir, voire neiger, et faire beau temps en aéronautique. C'est une question en fait de visibilité et surtout de hauteur de plafond. Pourquoi de hauteur de plafond? Parce que lorsqu'on fait une boucle, en fait, dans le plan vertical, c'est plus sympa à la fois pour les spectateurs et à la fois pour les pilotes de rester à vue du sol. D'accord? Donc il nous faut à peu près 4500 pieds de plafond, c'est-à-dire 1500 mètres de hauteur à la base des nuages. Quand nous avons ça et un minimum de 5 km de visibilité, on a tout ce qu'il faut pour faire un spectacle beau temps. Mauvais temps, il faut à peu près le plafond un petit peu en dessous du niveau de la tour Eiffel, c'est-à-dire qu'il nous faut 1500 pieds de plafond, 1000 pieds de plafond, pardon, donc un peu moins de 300 mètres. En dessous, quand on est 8 alignés les uns à côté des autres, c'est embêtant parce qu'après on va faire des traces dans le sol et puis il y a toujours des comptes rendus à faire et les aviateurs détestent faire des comptes rendus. Donc voilà, on se limite à 1000 pieds, même si parfois on peut descendre un peu en dessous. Et puis on fait un spectacle intermédiaire qui est en fonction, on fait beaucoup de tonneaux si on a moins de 4500 pieds et plus de 1000 pieds. On va à peu près dans tous les pays du monde, sur tous les continents. Alors la patrouille a une grande caractéristique, et c'est ça qui est intéressant pour vous comme pour nous dans l'entreprise, c'est qu'elle se remet en cause chaque année. Alors je ne vous demande pas de faire exactement la même chose, mais ce qui va être intéressant à analyser, c'est de voir que malgré les changements de leader, puisqu'on change chaque année de leader, on recrute tous les ans 3 nouveaux et 3 anciens s'en vont. Malgré ça, depuis 60 ans, puisqu'on va fêter ce 60e anniversaire le dernier week-end de mai de cette année, on a une constante d'un certain niveau d'excellence. En toute humilité pour la patrouille, mais c'est vrai qu'il n'y a aucun doute, elle est parmi les 3 meilleures équipes du monde. Parfois, c'est la meilleure. Les 2 autres équipes étant les Red Arrows britanniques et les Frecce Tricolori italiens. Les Américains ont aussi de très bonnes équipes, puisqu'ils ont 2 équipes. Ils ont l'équipe de l'US Air Force, qui s'appelle les Thunderbirds, et l'équipe de la Navy, qui s'appelle les Blue Angels.
Par contre, ils font un spectacle qui est complètement différent, c'est-à-dire qu'ils sont très très proches, ils sont encastrés, c'est excellent pour les photos, mais il n'y a pas l'enchaînement que les patrouilles européennes mettent. Je vous engage, pour ceux qui n'ont pas vu un spectacle de la Patrouille de France, à venir sur un terrain d'aviation, et de vous mettre au point central, on verra tout à l'heure sur le film, pour regarder, parce que tout le spectacle se fait par rapport à un point central. D'accord ? Ça dure entre 20 et 22 minutes de spectacle, et tout est fait pour que vous n'ayez pas une seconde de temps mort. Si le leader est bon, notre problème. Alors, du coup, nous avons deux grandes périodes. Nous avons une saison d'hiver et une saison d'été. La saison d'hiver, c'est parce qu'on renouvelle la patrouille, elle recommence presque à zéro. Pourquoi ? Parce qu'en octobre, on change de leader systématiquement. Alors ça, je ne vous demande pas de le faire évidemment dans l'entreprise, parce que c'est pas facile. Mais nous, c'est une contrainte supplémentaire que l'on doit prendre en compte, parce qu'elle nous est imposée par l'état-major de l'armée de l'air, qui souhaite que les leaders ne perdent pas trop de temps dans cette mission-là pour prendre des responsabilités au sein de l'armée de l'air, par rapport à leurs camarades de promotion. Alors cette saison d'hiver dure de novembre à mars, où le leader a totale liberté de manœuvre pour créer un spectacle. Il a entière liberté, avec ses 3 nouveaux qu'il doit recruter et intégrer, et tous les autres changent de place. Ça veut dire que la patrouille recommence presque à zéro. Et puis ensuite, si tout va bien, le début avril, il présente son spectacle au chef d'état-major de l'armée de l'air, qui doit l'approuver et qui donne le blanc-seing pour toute l'année. Alors, place et rôle de chacun, c'est important. On a une place bien définie durant une saison. On ne change pas durant la saison. Bon, je pense que tout le monde sait comment s'appelle le numéro 1. Le leader. D'accord ? Important, le leader. Alors 2 et 3, intérieur. Du coup, 5 et 6, bravo. 7 et 8, ça aurait pu être les arrières, ce sont les solos. Les solos, ou les boulets, comme vous dites. Mais les solos, pourquoi ? Les solos, pourquoi ? Parce que dans le spectacle La Patrouille, qui dure 20 minutes, entre 20 et 23 minutes, vous avez une partie à 8, où on fait une vingtaine de figures différentes, on fait des enchaînements particuliers, mais on reste groupé à 8. Et ensuite, au milieu du spectacle, on coupe en deux, c'est-à-dire que les solos font une séparation, et là, ils font des croisements plus ou moins spectaculaires, juste devant le public. Et les 6 autres font aussi des éclatements, si bien que tout le jeu, ça va d'avoir une très bonne coordination entre tous les avions qui volent dans le ciel. Voilà, pour que vous, en tant que spectateur, vous n'ayez jamais de temps mort. Et alors, on en a oublié un, c'est le 4. Bravo. Donc, ça s'appelle le charognard. Charognard. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi le charognard ? Alors, je trouve qu'il y a des très bons éléments de réponse en disant, en fait, personne ne sait. Donc, vous ne trouvez pas vraiment, même nous, on ne sait pas. Mais en fait, effectivement, on suppose que, traditionnellement, je vais vous le dire après, le futur leader, on le met systématiquement en place de charognard. Donc, il veut prendre sa place du leader l'année suivante. Et en plus, il est toujours dans la fumée du leader. Et vous savez que les charognes avaient l'habitude de fumer. Et c'est ce qui attirait donc les charognards. Voilà. Mais ce n'est pas sûr, hein, l'explication, franchement. Alors, les rôles sont bien définis pour la saison et les pilotes sont affectés à ce poste. Alors, comment on recrute chaque année les nouveaux pilotes ? Alors d'abord, on ne recrute que des volontaires, que des pilotes de chasse très confirmés, et je vais vous raconter ce que c'est qu'un pilote de chasse très confirmé. Ils sont volontaires, et c'est le seul endroit dans l'armée de l'air où ils sont cooptés. C'est-à-dire que l'état-major ne peut pas imposer un pilote au leader de la patrouille de France, uniquement pour des problèmes de sécurité des vols. Alors, sur quels critères on les prend ? Donc, chef de patrouille, je vais vous décrire ce que c'est, vous raconter l'histoire d'un pilote, et ensuite, on ne va pas forcément prendre dans la cooptation le meilleur des meilleurs en combat. Pourquoi ? Parce que comme on est tous interactifs les uns avec les autres, il faut accepter
Vous verrez dans le film qui suit, lorsque le leader débriefe la bonne place des uns et des autres, et donc fait des remarques en permanence si l'un ou l'autre est un petit peu décalé. S'il y en a un qui n'est pas bien en place, ce n'est pas forcément de sa faute à lui. Ça peut être, je prends un exemple, ici vous avez remarqué que le 7 était un peu décalé en arrière. Bon. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce que l'intérieur gauche est trop écarté du 1 et un peu en retrait, du coup lui ne peut pas se rapprocher? Est-ce que c'est plutôt dans la symétrie l'intérieur droit, lui, qui est trop près, du coup qui déséquilibre le diamant? Est-ce que c'est le charognard qui s'est un peu fait décaler par le 1 ou n'a pas tenu sa place? Du coup, le 7 ne peut pas trop serrer. D'ailleurs, vous verrez que le 7 est plus près du 4 que le 4 n'est du 3. Donc, est-ce que ça faute à qui? Est-ce que c'est le 3 qui vient juste de remonter ou c'est le 4 qui s'est laissé avoir? D'accord? Donc ça veut dire que lorsqu'il y en a un qui est en place, qui n'est pas en place, pas vraiment, ce n'est pas forcément directement de sa faute. Si vous recrutez le meilleur des meilleurs et qui a un certain ego, nos pilotes de chasse n'ont pas de gros égos. Ils ont des fortes personnalités, comme dans le bâtiment et comme dans le BTP, mais ils n'ont pas d'ego surdimensionné. D'accord? Donc, mais par contre, on fait un petit peu attention à ça quand même, parce que pour une équipe comme ça, il faut pas que il faut que les gens acceptent parfois de se faire légèrement remettre en place, même s'ils ne sont pas totalement en cause. D'accord? C'est ça l'idée de l'intégration. Alors, le pilote de chasse en lui-même, comment on le recrute? D'abord sa formation. Alors vous avez deux manières de rentrer en tant que pilote dans l'armée de l'air. Sont tous évidemment, malheureusement, on ne les trouve pas dans le civil, on ne les trouve que dans l'armée de l'air. Pourquoi? Parce qu'ils doivent être chefs de patrouille de combat. Et donc pour ça, ils doivent avoir une carrière de 5 ou 6 ans minimum au sein de l'armée de l'air. Souvent beaucoup plus. Quand vous rentrez, si vos enfants veulent faire cette carrière, qui est d'ailleurs ouverte à la fois aux femmes et aux hommes maintenant, depuis quelques années, vous avez deux manières de rentrer pilote dans l'armée de l'air. D'abord, vous avez le concours de l'école de l'air, qui est une grande école, hein, comme les grandes écoles d'ingénieurs. Donc, vous faites maths sup, maths spé dans n'importe quelle prépa. Puis, vous faites le concours de l'école et vous rentrez comme élève pilote, ou élève mécanicien, ou élève basier, ou élève officier du renseignement, ou élève commissaire. Et là, vous êtes formé comme ingénieur et officier pendant 2 ans. C'est l'école des officiers de l'armée de l'air qui est située à Saône-Provence. Et ensuite, la 3e année, vous commencez à apprendre le pilotage. Une autre voie d'accès, c'est directement après le bac, on fait passer des gens, tous les volontaires peuvent se présenter tous les 15 jours dans un centre spécialisé de l'armée de l'air, où on fait passer beaucoup de tests psychotechniques. Et puis d'évaluation, on essaye de projeter en fait si la personnalité qu'on a en face de nous peut arriver jusqu'au bout de la formation. Alors c'est des tests assez subtils et qui ont été pris d'ailleurs par les compagnies aériennes, notamment Air France, avec beaucoup de psychologie et puis des tests un peu calibrés. Et on essaie de voir si la personne va aller jusqu'au bout. Par ce recrutement-là, sur 100 qui se présentent, il y en a 3 seulement qui vont terminer dans la chasse. Donc on a intérêt à être extrêmement vigilant. Et puis par ceux qui font la formation école de l'air, donc les 2 années de prépa et les 2 années d'ingénieur, on en a un pourcentage plus important, mais eux-mêmes sont sélectionnés déjà par la prépa et par les formations d'ingénieurs. Donc les deux types de pilotes se retrouvent après, pour la première année d'ailleurs de formation de pilotage à Salon, puis ensuite à Tours en école de chasse. Alors, particularité, quand vous rentrez depuis le premier jour que vous faites élève pilote au sein de l'armée de l'air, vous êtes noté. Vous êtes noté tous les vols de votre vie au sein de l'armée de l'air. Non seulement vous êtes noté, mais c'est écrit sur un cahier, et c'est un cahier officiel. C'est-à-dire qu'on peut restituer vos 10, 15, 20 années, tous vos vols sont répertoriés, sont enregistrés, et puis il y a une notation qui est donnée par le plus ancien de l'équipe, votre instructeur. Et donc c'est comme ça en fait qu'on suit la progression de chaque élève. Et en fait, piloter, c'est pas très dur. Franchement, vous avez un manche à balai comme ça, vous tirez, ça monte, poussez, ça descend. Poussez un peu à gauche, ça tourne à gauche. Ce qui est un peu plus difficile, c'est de suivre le rythme en fait.
C'est-à-dire que de la formation du pilotage un peu de base, il faut en fait il faut progresser. C'est ça qui est difficile, c'est de suivre la cadence en fait de progression. Alors, nos pilotes ont fait une année à Salon. Si tout va bien, ils sont mutés sur la basienne de Tours en école de chasse sur AlphaJet, que je ne vous ai pas décrit en détail d'ailleurs pour l'instant, qui est un avion franco-allemand d'assaut Dornier. 2 moteurs, biréacteurs et en biplace en tandem. C'est-à-dire que vous avez le pilote devant et l'instructeur derrière. Quand on vole au sein de la patrouille, il n'y a jamais personne derrière, c'est interdit. Sauf dans des cas extrêmement précis pour une haute personnalité ou un journaliste. Mais chaque fois, le programme est adapté. Et parfois en transit avec nos mécaniciens de piste, qui viennent avec nous dans les transits pour gagner du temps pour la remise en œuvre. Alors nos pilotes ont fait 1 an à Salon sur Tucano, qui est un avion à hélice, biplace en tandem également. Ensuite, ils vont à l'école de Tours, donc faire 180 vols aussi, avec un instructeur, et ils apprennent, au bout de 2 ans, ils savent tout faire avec un avion. Ça volait 2 jours, 2 nuits, dans les nuages. Ils savent aller sur un objectif en basse altitude à 5 secondes près, à un cap donné, n'importe où. Ils savent voler sur le dos, ils savent partir en vrille, et mieux en sortir. On fait toutes cette vrille aussi. Ils savent voler un peu en patrouille, mais ils savent encore strictement rien faire avec un avion de combat. D'abord, c'est un avion école, c'est pas encore un avion de combat. À la suite de Tours, si tout va bien, ils sont brevetés, c'est important pour nous, ces ailes là, que l'on met sur la poitrine. Donc ils reçoivent leur Mach 40 pilote, mais il faut encore tout apprendre. Donc là, la première chose qu'on va leur apprendre, c'est le tir aérien. Alors, ces avions ne sont pas armés, donc on met en dessous de l'avion un pod canon, pour qu'il y ait un petit canon qui puisse servir, et ils vont apprendre le tir air-sol et le tir aérien. Alors, en soi, ce n'est pas très dur, comme toujours. Le seul problème, c'est que ça bouge tout le temps, vous verrez ça sur le film, et puis vous êtes face à une cible, donc vous êtes en basse altitude comme ça, et il faut mettre le poing sur la cible. Et le problème, c'est que ça fait ça, là, le poing sur la cible. Je ne sais pas si vous voyez, si la cible est là. Et puis vous avancez, là vous n'allez pas très vite parce que vous êtes en AlphaJet, donc vous avez à 700 km/h, mais face au sol. Et alors, si vous tirez trop tôt, les obus, ils ne vont pas arriver jusqu'au bout, ils vont s'arrêter avant. D'accord ? Si vous tirez trop tard, quand vous allez dégager, eh ben les obus, ils vous rattrapent. Et ça fait toujours des ordres de ramener des obus par l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, c'est un peu embêtant. Et puis, si vous tirez un peu trop tard aussi, vous ramenez la cible autour du cou. C'est toujours un problème aussi. Donc, puis en plus, si ça continue, c'est pas vous qui faites le compte rendu, c'est l'officier de tir au sol qui dit que voilà, vous rentrez pas. Donc, il faut faire. Alors, c'est ça qui est un peu difficile au début, c'est ça. Voilà, donc, et puis il faut dégager, correctement. Mais ça se fait. Hein. En fait, on a une demi-seconde de feu. Enfin, une demi-seconde où il faut, avant c'est trop tôt, après c'est trop tard. D'accord. Donc, et à ce moment-là, il faut avoir le point sur la cible. Voilà. Et comme tout est enregistré, tout est filmé, on regarde exactement où les obus passent, il y a un officier de tir à côté et qui regarde tout ça. Donc là, vous apprenez le tir à sol, ça, on y arrive. Mais la même chose en RR, c'est pas simple non plus. Pourquoi ? Parce que là, la cible, elle ne bougeait pas. En RR, elle bouge. Et alors, allez savoir pourquoi, le pilote qui tire la cible, parce que la cible, ça n'existe pas. Donc on met un pod sous un avion qui va larguer une cible, qui va être 1000 mètres derrière. D'accord ? Alors soit c'est une cible acoustique avec des micros, soit c'est un grand drap dans lequel il faut faire des trous et des obus de couleur. D'accord ? Le problème, c'est que le pilote qui largue la cible, il déteste qu'on lui tire dessus. Et alors, il faut faire donc très attention parce que vous arrivez par derrière, comme ça. Non, c'est pas facile parce qu'avec le micro et tout ça, à vous expliquer. Mais quand vous arrivez trop derrière lui, il n'aime pas ça, il ne voit plus dans les rétroviseurs, comme ça. Donc, donc il faut apprendre ça. Alors, vous arrivez comme ça, vous lui faites une passe de tir, vous dégagez, et puis il ne faut pas partir trop en arrière parce qu'il y a trois autres personnes qui vont rentabiliser la cible, qui vont aussi venir tirer. Et donc tout ça, ça s'enchaîne. Voilà. Donc, pendant 5 mois,
on apprend à faire le tir aérien, tir à sol. Si on est toujours un peu à la queue, on ne continue pas la progression, hein, on est bien d'accord. Hein. Donc chaque vol, on sélectionne les gens et on vérifie qu'ils suivent le style de progression. Donc nos pilotes ont fait 1 an à Salon, 1 an à Tours, 6 mois à Cazaux, et là, grand amphithéâtre. Et en fonction du classement de sortie, ils vont choisir un des 15 escadrons de chasse. D'accord ? Parce qu'ils vont enfin voler sur un vrai avion de combat, qui sont pour nous les Rafales, les Mirage 2000, les Mirage F1. Et chacun a des versions. Aujourd'hui, il reste une quinzaine d'escadrons de chasse en France. Donc tous très opérationnels, mais entre choisir Cambrai et la base aérienne d'Orange à côté d'Avignon, pour le même type d'avion, il y a des gens qui ont des préférences pour le Sud. Allez savoir pourquoi. Hein. Remarquez, ça a un peu changé. Hein, avec le film Bienvenue chez les Ch'tis, ça a un petit peu changé. Non, mais cela dit, Cambrai, c'était déjà connu pour une ambiance extraordinaire. La base ferme, hein, je ne sais pas si vous savez, c'est une base qui est à côté d'ici, à côté de Lille, hein, mais elle ferme. Cela dit, donc, dans le Grand Amphi, on choisit un escadron, un type d'avion et un type de mission. Alors, il y a 3 types de missions dans l'armée de l'air, 3 grands types. La reconnaissance basse altitude, c'est-à-dire qu'avec les Mirage F1 reconnaissance, vous devez aller reconnaître un objectif, c'est-à-dire que vous allez passer vertical le moniteur qui est ici en bas, et vous allez passer à côté à 900 km/h, et vous devez voir effectivement ce qui est écrit sur la couverture, mais c'est un peu ça, hein, je veux dire, évidemment, soit c'est une base aérienne, mais souvent c'était un objectif au sol, surtout pendant la guerre froide. Et donc vous devez identifier rapidement, visuellement, ce qui se passe, quelle activité adverse il y a. Vous le faites à vue, vous apprenez à le faire à photo aussi, bien sûr, vous prenez des photos, on a des très très bons appareils pour ça. Vous le faites aussi en infrarouge, on a des capteurs infrarouges, et on a des capteurs électromagnétiques, d'accord, pour détecter toute l'activité électromagnétique. Pourquoi ? Parce que souvent, les gens qu'on va voir en bas, c'est pas des copains. Donc, du coup, ils ont des tas de missiles solaires, si vous voulez, et donc il faut savoir ce qu'il y a en bas. Et également, ils ont des radars de détection pour savoir qui vient les voir, et surtout pour guider les missiles contre vous. Voilà. C'est un jeu un peu bizarre entre les défenses au sol, ce qu'on appelle les missiles solaires, et les aviateurs. Alors les missiles, il y en a eu, hein, ça a commencé à SA-1 et on doit être à SA solaire 35, hein, dans la dénomination OTAN, notamment les spécialistes étaient nos amis soviétiques, les Russes. Voilà, donc nos pilotes choisissent éventuellement une mission de reconnaissance, donc ce pilote-là apprend à faire ça. Il y a une autre mission qui est totalement différente, qui est la mission de bombardement, comme on a fait en ex-Yougoslavie, en Afghanistan, enfin bien sûr en Irak. Souvenez-vous de ces images pendant la première guerre du Golfe. Ensuite en ex-Yougoslavie, au Kosovo, en Afghanistan, en Libye et au Tchad en ce moment. Donc là, on apprend aux pilotes à délivrer un armement, d'accord, sur un adversaire. Les objectifs, c'est quelque chose d'extrêmement pris avec beaucoup de soin vis-à-vis des plus hautes autorités. Pendant l'ex-Yougoslavie, c'était le président de la République qui se faisait présenter chaque photo d'objectif et qui donnait son aval pour que les avions français tirent ou ne tirent pas sur cet objectif-là, en fonction, vous l'avez compris, des dégâts collatéraux éventuels. Donc il y a une minutie, si vous voulez, extrême, en tout cas en France, sur les objectifs que l'on est amené à traiter. Voilà. Alors là, il y a toute la panoplie imaginée par l'être humain pour délivrer ça. Donc le canon, bien sûr, mais ce n'est pas ce qu'on utilise le plus, bien sûr. Il y a les roquettes, qui sont des petits engins propulsés. Ensuite, il y a des bombes freinées, des bombes. Maintenant, elles sont guidées laser, ou guidées avec GPS, ou guidées les deux. Et guidées laser, vous avez un guidage laser au sein de votre avion, c'est-à-dire que vous avez un pod, ce qu'on appelle un pod Atlas. C'est-à-dire que si l'objectif est là-bas, ici, à 20 km, vous êtes dans votre avion, comme ça, 25 km, vous avez un petit écran, et puis vous essayez d'arriver dans le bon axe, évidemment, parce que vous avez tout ça, vous avez calculé ça. Et puis vous avez une petite caméra vidéo, et là vous faites des zooms. C'est un petit écran, hein, qui est à peu près grand comme votre iPhone, pardon. Et puis vous faites des zooms et vous repérez l'objectif. Alors c'est ici. Et puis vous le repérez. Et puis là, généralement c'est un bâtiment ou un blocos.
Et là, vous allez choisir, vous allez zoomer dessus, vous allez faire un accrochage optique dessus. Et là, vous allez choisir par quelle fenêtre la bombe va rentrer. Vous le déplacez comme ça, le joystick. Et pour ce temps-là, vous avancez à 900 km/h. Hein. Donc, vous regardez ça, et puis vous repérez ça. Et quand vous arrivez à la distance de tir, vous accrochez au laser, vous visez votre objectif, vous faites demi-tour, et votre pod, il continue à éclairer l'objectif, comme ça. Et là, vous tirez le missile, et le missile va jusqu'au bout, et vous dégagez à 15 km. Et ça, c'est redoutable. Et bien sûr, c'est des choses qui sont utilisées que contre des centres radars ou des blocos qui sont extrêmement protégés. Donc, juste pour vous donner une idée de l'ingéniosité humaine, pour détruire son copain, on est fort. Hein. Ça, je dois avouer que là-dessus, on est très fort. Mais enfin, heureusement, les cibles sont quand même bien choisies. Voilà. Donc, vous apprenez ce métier du bombardement à basse altitude. Et le troisième métier pour un aviateur, c'est la défense aérienne, ce qu'on appelle le chasseur aux yeux bleus, c'est Top Gun. C'est-à-dire que vous êtes là dans le ciel et vous faites la police du ciel. C'est-à-dire que votre premier objectif, chose que vous ne voyez jamais dans les conflits, c'est d'aller prendre le ciel adverse. C'est ce qu'on a fait notamment pendant la guerre du Golfe numéro 1. La première chose qu'on fait, c'est de prendre l'espace aérien adverse. Alors j'insiste là-dessus pour votre culture générale. Pourquoi ? Parce que c'est un truc très important. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes contre un adversaire, si vous utilisez la troisième dimension et que lui ne puisse plus l'utiliser, ça vous donne un avantage décisif. D'accord ? Vous faites ce que vous voulez. Ça ne résout pas des problèmes. Hein. Les problèmes à Sarajevo ou à Bagdad, il faut toujours les traiter avec nos camarades de l'armée de terre. Hein. Mais la décision militaire, la supériorité vient de l'aviation quand vous prenez l'espace aérien adverse. D'abord, il y a deux grands intérêts. Un, vous empêchez les aviateurs adverses de venir bombarder vos bases. C'est toujours mieux. Et deuxième intérêt, vous prenez totalement l'espace aérien, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun avion adverse qui va décoller. Souvenez-vous, pendant la première guerre du Golfe, hein, ils sont partis, chaque fois qu'ils décollaient, il n'y en a aucun qui rentrait. Et après, ils ont décollé, ils sont allés se réfugier en Iran. Donc il y a moitié de l'aviation de Saddam Hussein à l'époque qui est partie en Iran. Et après, par contre, vous faites ce que vous voulez. Et c'est ce qui s'est passé. C'est une affaire terrible, mais pendant la guerre du Golfe numéro 1, Saddam, qui n'était pas un bon stratège, mais qui avait beaucoup de moyens militaires, avait fait une barrière comme ça à la frontière du Koweït, tout le long, si vous imaginez que l'estrade est la frontière. Et il avait stationné comme ça tous ses chars, enterrés dans le désert. Je ne sais pas si vous connaissez le désert saoudien. Alors c'est plat de chez plat. Hein. Alors là, vous voyez, s'il y a de la bonne visibilité à 50 km. Et il faisait dépasser que la tourelle, en fait. Donc c'était impossible aux troupes au sol de s'approcher. Avec la stratégie mise en place par Schwarzkopf, qui était le patron de l'ensemble, et son adjoint air, qui était le général Horner, ils ont décidé effectivement de ne pas engager les troupes au sol. Et c'est ce qui a été fait, et de faire 1 mois et demi de bataille aérienne avant de faire la première incursion. Et donc, après avoir pris le ciel ennemi, d'avoir détruit les radars adverses, détruit les missiles solaires, ils sont allés traiter les premières lignes. D'abord les ponts, pour éviter le ravitaillement, et ensuite ils sont allés prendre... Alors, Saddam, ils avaient fait des ronds, je vous assure, c'était comme un jeu de dames. Vous savez, il y a des carrés blancs et des carrés noirs. Et vu d'en haut, vous aviez que des carrés blancs, mais il y avait un petit peu d'ombre à cause du soleil. Et parce qu'il a fait des trous, c'était enterré dans le sol. Et donc, les tueurs de chars, notamment les avions américains A-10, ils prenaient les chars un par un, ils étaient au-dessus comme ça, bloom, et ils transformaient le carré blanc en carré noir. C'est-à-dire qu'ils les prenaient un par un, ils ne pouvaient rien faire. C'est-à-dire que la tactique qu'avait choisie Saddam était terrible pour lui. Parce que du coup, on a détruit toutes les troupes au sol. Là, j'insistais là-dessus, c'était juste pour montrer l'importance de l'aviation dans le domaine, et même d'ailleurs dans nos budgets de défense, très important d'avoir une aviation supérieure à l'adversaire éventuel. Dieu nous préserve, on n'a jamais été aussi longtemps en paix en Europe, ça merci l'Europe quand même, hein. Jamais dans l'histoire de l'humanité. Hein. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a eu aussi peu de conflits en Europe, en dehors de la guerre des Balkans, et donc ça, tant mieux, et on n'a plus d'adversaires déclarés. J'espère que notre ami, le président de Corée du Nord, va se calmer,
parce qu'il est un peu fêlé, lui. Hein. Mais c'est de famille, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, lui, hein, ce n'est pas le premier. Hein. Et j'espère qu'il en a que pour les paroles, parce qu'effectivement, il a des moyens de faire des bobos. Mais c'est sûr que si l'Occident s'en mêle, c'est sûr qu'il ne va plus y avoir d'armée nord-coréenne. Mais ça n'empêche qu'il faut éviter ça, évidemment, parce que lui peut faire des dégâts avec des bombes atomiques. Voilà. Alors, on revient à nos pilotes qui ont fait soit la mission de reconnaissance, soit la mission d'attaque au sol, soit la mission de défense aérienne. Donc les Top Gun, le but, c'est de détruire l'aviation adverse et d'escorter les bombardiers. D'accord ? Et une mission de tous les jours que vous ne voyez pas, qui est l'alerte, la sûreté aérienne aujourd'hui en France. Vous avez en permanence un certain nombre d'avions qui sont en alerte 24 heures sur 24, 365 jours par an, et qui vont décoller sur n'importe quel avion en vol, décidé par la Haute Autorité de Défense Aérienne. Pour vérifier si les pilotes à bord des Airbus, ce sont les bons, je rigole pas. Il y a des fois, on va aller voir s'il y a un détournement d'avion, s'il y a un problème radio, on va aller voir qui y a dans le cockpit, et on va rapprocher à côté de l'avion. Et puis surtout pour faire du recueil, c'est-à-dire lorsqu'un avion est en panne, on va rassembler sur lui, de n'importe où en France, on le rassemble 2 jours de nuit, on se met à côté de lui et on le ramène à la maison. D'accord ? Et pour ceux qui font des avions de tourisme, je ne sais pas s'il y en a qui font des avions de tourisme un petit peu le week-end, dans certains cas, eh ben, vous avez des fréquences. N'hésitez pas à appeler votre mère, comme on dit, le jour où vous êtes perdu, parce que ça peut arriver, et on vous enverra un avion de combat. Bon, ne le faites pas exprès, parce que ça peut vous coûter cher, hein, je vous le dis. Voilà. Mais enfin, si besoin, on va... Alors, nos pilotes sont arrivés après en escadron, il y en a 15 en France. Ils ont choisi leur mission. Là, pendant 1 an, ils vont apprendre l'avion de combat, le Rafale, le Mirage 2000 ou le Mirage F1. Ils vont apprendre la mission spécifique, la reconnaissance, l'attaque au sol ou la défense aérienne. Et puis là, si tout va bien, en étant notés chaque jour, si tout va bien, ils vont être formés pilotes opérationnels. D'accord ? Donc au bout de ces 3 années et demie, 4 ans, si tout va bien, ils sont enfin rentables pour notre pays, ils sont aptes à la mission de guerre de l'unité. D'accord ? Tout seuls dans leur avion. Ensuite, on les entraîne encore pendant 1 an et on leur apprend à amener avec eux un autre avion. C'est le boulot de chef de patrouille. Si tout va bien, on les forme encore pendant 18 mois et on va les former comme chef de patrouille. Ça veut dire que là, vous avez le droit de partir en vol avec 4 avions minimum, jusqu'à 40 avions si nécessaire. Quand on fait des raids maintenant en coalisé, on peut amener 40 avions de 4 ou 5 nationalités différentes. Ça se fait, ça s'appelle des chefs des dispositifs. Quand on faisait les attaques sur le Kosovo ou sur l'ex-Yougoslavie, c'est ce qu'on faisait. D'accord, ça s'enchaîne, donc j'ai le dispositif et on part et chacun va faire sa mission. Et en Libye, on a fait ça également aussi, mais des raids beaucoup moins importants. Voilà. Donc nos pilotes, si tout va bien, sont enfin chefs de patrouille. Là, ils ne sont plus notés, enfin ils sont toujours notés, mais pour la première fois, après donc 5 ans et demi, ils ne sont plus notés par quelqu'un d'autre, ils sont notés par eux. C'est-à-dire que vous continuez à être noté, mais vous notez vous-même. Généralement, vous dites que c'est bien. Mais enfin, vous n'êtes plus, si vous voulez, sélectionné sur votre parcours. D'accord ? Donc, nous, on va recruter à la patrouille des chefs de patrouille comme ça, avec 3 ans d'expérience. Donc, confirmé. D'accord ? Alors, et enfin, si tout va bien, on vient à la patrouille. Alors, si on est coopté, on arrive à la patrouille. Alors, quelle est la réaction quand on débarque à la patrouille de France ? D'abord, le premier vol que vous le faites en place arrière, donc à l'arrière des avions, parce que vous n'êtes pas autorisé à voler en place avant. Je vous assure, les pilotes qu'on recrute, ils pourraient rouler les mécaniques. Ils sont chefs de patrouille. Donc ils ont passé toutes ces sélections, ils ont volé sur Rafale, ils ont volé en Afghanistan, ils ont volé peut-être en Libye, au Tchad. Ils ont 3 ans d'expérience, ils ont fait toutes ces sélections, ils sont nickel chrome sur leur air réputation, parce qu'on se connaît tous, hein, il y a 150 pilotes en activité, tout le monde se connaît. Hein. Et ils font un vol avec les anciens, parce que le recrutement se fait 6 mois avant d'arriver. D'accord ? Donc ils font un vol en place arrière. Ça dure 20 minutes. Ils redescendent. Réaction 1. Ils sont complètement starbés, ces mecs-là. 2. Mais je ne vais jamais y arriver. 3.
c'était quand même super, quand est-ce qu'on recommence? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on fait de la patrouille serrée. Alors je vais vous prendre 2 avions pour vous montrer ce qu'est la patrouille serrée. J'ai une réserve secrète à côté d'avion. Alors, la patrouille serrée, c'est quoi? C'est se mettre à côté de l'autre, comme vous le voyez ici, en patrouille. Alors, le pilote, il n'a pas peur de grand-chose. Il n'a pas trop peur que le ciel lui tombe sur la tête, mais s'il a peur d'une seule chose, c'est de rentrer dans un autre avion. Il déteste ça, pour différentes raisons que j'ai déjà expliquées avant, mais en plus parce qu'on rentre à 2 et tout ça. Bon, d'accord. Donc, alors... Et ça, c'est vrai qu'en aéronautique, c'est pas facile. Et donc, on apprend tout petit à l'école, à Salon, puis à Tours, puis à Cazaux, et puis en école, enfin, je veux dire dans les escadrons, à faire du vol en formation. Pourquoi on fait du vol en formation? D'abord, c'est assez dangereux parce que si on se touche, vous savez, alors là, vraiment, les 2 avions vont au tas, hein, parce qu'on casse très facilement. Hein. Alors, et c'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'il y a un avion qui avance à 800 km/h, paisible, et puis l'autre qui rassemble. Alors, si vous arrivez comme ça, il faut prendre beaucoup de précautions parce que il faut s'aligner derrière, il faut rassembler, vous n'avez pas la même vitesse, vous avez forcément une vitesse plus rapide, donc vous arrivez avec de l'élan. Il ne faut pas arriver pile derrière parce que lui n'aime pas et vous risquez de le toucher, donc vous arrivez à côté. Et puis, vous prenez de la vitesse pour récupérer votre delta de distance, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de frein. C'est ça le problème, il n'y a pas de frein. Alors, il faut donner des coups de pied. En fait, on a des aérofreins. Mais si vous freinez sur les palonniers, il ne se passe rien. Hein. Donc, c'est pas facile. Et alors, vous réduisez le réacteur. Mais le réacteur, si vous le réduisez, avant qu'il retrouve sa puissance, 20 secondes. Donc, si vous réduisez, plouf, ça fait ça. Alors, il faut mettre plein pot. Et ça fait dans le zinc. Alors, c'est un vrai métier. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est pas ça. Et alors, ça, c'est rien. Mais s'il s'incline... Alors, péniblement, quand même, au bout de chaque vol, vous arrivez, vous apprenez, vous approchez, 10 mètres, 5 mètres, 4 mètres, bon, ça va. Mais dès qu'il bouge, il vous le dit, parce que si vous ne faites rien, vous lui rentrez dedans. S'il s'incline à la gauche et que vous êtes là, eh bien, il va vous rentrer dedans. Alors, vous, il faut descendre. Donc, vous augmentez la vitesse. Donc, il faut réduire. D'accord? Et puis, il faut se mettre en place. Mais là, comme vous êtes à l'intérieur, il faut remettre des gaz. Vous voyez, c'est vraiment compliqué. Et c'est tellement, d'ailleurs, délicat que vous ne dépassez pas 50 degrés d'inclinaison. Le leader annonce en permanence, OK, je m'incline, je serre, je dégauchis, et des précautions infinies, vous regardez dans le rétro, il vous regarde là, si vous faites le moindre proche vers vous, il dégage. Donc il y a beaucoup de prudence, d'accord? On ne dépasse pas 50 degrés. On le fait pour recueillir des avions, pour la sécurité, pour écouler le trafic, pour plein de raisons. À la patrouille, non seulement vous dépassez 50 degrés d'inclinaison, 60, 70, 80, 90, sur le dos, on tourne. Non seulement vous dépassez 1,8 G ou 2 G de 60 degrés d'inclinaison, mais vous allez à 3 G, à 4 G, à 5 G. Bon, après 6 G, ça commence à flotter, hein, franchement, hein, je vous le dis franchement. Donc, compliqué. Vous volez pas à 2. Vous volez à 3, à 4, à 5, à 6, à 7, à 8. D'accord? Donc ça qui est compliqué. C'est pour ça qu'en descendant de l'avion, puis de jour et de nuit, dans les nuages, ça nous arrive à être à 8 en formation serrée, dans les nuages, sur le dos. Pour ceux qui connaissent un peu l'aviation, c'est un peu du sport quand même. D'accord? Donc voilà. C'est pour ça que quand ils débarquent après leur premier vol, ils sont fêlés ces mecs-là. D'accord? Alors, il n'empêche que les pilotes ont envie d'aller voir ce que c'est, donc ils débarquent à Salon. Vous avez recueilli 3 nouveaux, et là, on va regarder ensemble un petit film, comment ça se passe, d'accord? Donc c'est un peu, évidemment, c'est fait sur une journée type d'entraînement à Centre-Provence. On va regarder. Alors moi, ce que je veux que vous regardiez particulièrement, c'est quels outils on utilise. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas mauvais, mais c'est pas, on n'est pas des gens extraordinaires, c'est des gens normaux,
à qui on apprend des choses. Donc, on utilise des techniques, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ces techniques-là qui sont intéressantes pour la performance de l'équipe. D'accord? Alors, je vais vous passer un petit film et je vous ferai des arrêts sur image. Alors, on a 3 nouveaux pilotes qui arrivent en octobre. Enfin non, ils arrivent en septembre. Ils attendent que la patrouille descendante termine son activité qui a lieu au mois d'octobre. C'est-à-dire qu'ils ont encore des meetings jusqu'à fin septembre, début octobre. Et puis là, il y a 3 qui s'en vont, le leader s'en va, 2 équipiers s'en vont, et on a que les 3 nouveaux qui sont intégrés. D'accord? Et là, on va voir leur premier vol. En fait, ils ont un petit peu volé avant, à 3 ou 4, pour dégrossir un peu pendant que les autres étaient en vacances. D'accord? Pour commencer à prendre de l'aisance. Et puis ensuite, vous allez voir une journée type à la patrouille. Allez, plein gaz. Le tut comme ça, c'est le tableau de panne. On est gauche. Petit commentaire sur cette introduction. Vous avez vu quelques images. Ça se passe à Centre-Provence, donc qui est la base des officiers, la base de formation des officiers de l'armée de l'air, l'école de l'air. Et il y a une petite entité sur le côté qui s'appelle la Patrouille de France, donc, et qui s'entraîne ici. Vous avez vu à un moment un mécano qui était exactement pour le dépannage de nos engins de chantier, hein, puisque c'est eux qui défont les tuyauteries. Ils ont une formation interne au sein de l'armée de l'air. Vous avez vu aussi quelqu'un, vous verrez plus tard, qui a une radio et qui est le remplaçant, qui parle, qui est toujours en liaison radio avec le leader en vol, d'accord? Et à côté de lui, il y a une caméra qui filme en permanence. On n'a pas le droit de voler en entraînement ou en meeting s'il n'y a pas une caméra au sol, pour la sécurité. D'accord? Tous les matins, on fait une demi-heure, c'est l'objectif, c'est ça, c'est l'endurance cardio-musculaire et le renforcement au niveau de la posture. C'est ça le principal objectif. Alors, on ne fait pas ça uniquement pour... c'est surtout pour être en forme, quand on fait de la musculation comme ça, mais il y a un autre problème physiologique. D'accord ? Un pilote, ce n'est pas un athlète, hein, il doit être en pleine forme, c'est tout. Donc, en semaine, il se couche tous les soirs. Il ne sort pas le soir. En semaine, c'est interdit. Il fait la fête le week-end, hein, quand même, je dis pour ceux qui pensent qu'on est sage. Mais on est très sage la semaine. Parce que, en fait, c'est assez fatigant, les vols, quand même. Alors, pourquoi on fait un peu de musculation? À cause d'un problème physiologique. Quand il y a un phénomène qui s'appelle le facteur de charge, que vous connaissez d'ailleurs, facteur de charge, que vous connaissez, il y a 3 types de facteurs de charge. Il y a le facteur de charge latéral,
C'est quand vous êtes en voiture, que vous faites un virage très serré, votre tête, elle part à l'extérieur. D'accord ? La force d'inertie vous emmène à l'extérieur, et donc vous avez une force latérale qui se fait travers la tête. Et que vous sentez un peu dans le cou. Les pilotes de Formule 1 le ressentent bien dans leur virage serré quand ils sont sur leur circuit. Vous avez une autre force d'accélération, c'est quand avec votre voiture, vous accélérez très fort à un feu ou sur un circuit et vous sentez que ça pousse. Hein, ou en moto, vous le sentez encore mieux. D'accord ? Vous avez une accélération comme ça transverse. Et puis vous avez une troisième accélération qui est le facteur de charge qu'on ressent nous vertical, qui est dû au poids. D'accord ? Si vous pesez pour un garçon 75 kg par exemple, eh ben, vous ressentez physiquement ce poids. Et quand vous passez sur un dos d'âne avec votre voiture, vous vous sentez légèrement plus léger en haut de dos d'âne. Donc plutôt que de subir un G qui est 9,81 Newton par kilo, qui est l'attraction terrestre en fait, hein, parce que sur la Lune vous vous sentirez plus léger, mais sur la Terre donc vous sentez 75 kg. Quand vous passez sur le dos d'âne en haut, vous êtes un peu plus léger, donc vous vous ressentez physiquement 60 kg. Quand vous retombez, vous êtes un peu plus lourd que 75 kg, vous ressentez 90 kg, 95 kg. Même chose si vous faites le parc Astérix ou Euro Disney, quand vous faites les grandes boucles comme ça, c'est un peu la même chose. En haut, c'est un peu plus léger, et en bas, c'est un peu plus tassé. D'accord ? Alors, en avion, c'est proportionnel au cos phi, hein, c'est une petite formule mathématique physique dont j'ai oublié la définition, mais grosso modo, à 60 degrés, vous avez 2G, c'est-à-dire plutôt que de supporter 80 kg, vous supportez physiquement 160 kg. Par contre, quand vous inclinez et que vous tirez fort, ça se corse et vous faites 3G, 4G, 5G, 6G, 7G, 8G, 9G. Et là, on arrête parce que vous cassez l'avion. Mais le pilote est cassé aussi, hein, je vous rassure. 10 secondes à 9G, il n'y a plus personne. Hein. Donc, ça veut dire que plutôt que de ressentir physiquement 80 kg, vous ressentez physiquement 720 kg. Votre tête, plutôt que d'en ressentir 12, vos cervicales vont supporter 100 kg. Donc ça fait mal, quoi. On ne peut pas se permettre de baisser la tête parce qu'on ne peut pas la relever. Et puis, voilà, donc on est un peu tassé. C'est pour ça qu'on fait la muscu. Et il y a un autre phénomène qui est le sang. Vous avez la pompe. En principe, on a tous une qui est là. Parce qu'il y a d'autres qui sont ailleurs. Bon, et ça irrigue en haut et en bas tout le corps, d'accord ? Et notamment le cerveau, en principe. Et le problème, c'est quand vous avez un facteur de charge important, le sang, il descend aux pieds. Ben oui, parce qu'avec le facteur de charge, il descend en bas. Alors, du coup, ce qui se passe, c'est que vous le ressentez à cause de vos yeux. C'est-à-dire que votre champ visuel, du coup, comme il n'y a plus de sang qui irrigue le cerveau et les yeux, votre champ visuel, qui normalement est 2 fois 95 degrés de chaque côté, à peu près, ou 110, eh ben, il se rétrécit. Vous voyez juste devant, et puis ça devient gris, on appelle ça le voile gris, et puis ça continue, bloum, voile noir, et là vous tombez et vous perdez les connaissances. D'accord ? Ça, c'est le... Voilà. Et non, c'est pas grave en principe, hein, mais s'il n'y a plus personne pour piloter l'avion, c'est toujours embêtant. Histoire de compte rendu encore et tout ça. Donc du coup, on s'entraîne à résister à ça. C'est pour ça qu'on fait de la muscu, notamment pour les dorsaux, pour les cervicales, et puis aussi pour les abdominaux, parce qu'il y a un autre moyen. Alors pour ça, on a un truc que je vous montrerai tout à l'heure, c'est le pantalon tigé. On met un pantalon, un surpantalon. Et il y a un gonfleur, en fait, c'est des boudins à l'intérieur, et on envoie de l'air comprimé plus ou moins fort en fonction du facteur de charge que vous avez. L'intérêt, c'est que ça va presser vos artères et dire au sang de remonter. Ça vous permet de rester mieux sur 2G à peu près. D'accord ? Et il y a une troisième chose que l'on fait, c'est en fait, vous apprenez, votre corps apprend à résister. En fait, vous bloquez tout. Voilà, vous serrez complètement partout et ça bloque la circulation et ça empêche le sang de descendre. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on fait un peu de muscu. Hein. C'est pas que pour faire beau l'été sur les plages. Alors le matin, en principe, on commence par du réveil musculaire, cardio, on fait du rameur ou du vélo. Et puis ensuite, on enchaîne avec des exercices plus spécifiques comme ceux que vous venez de voir. Travail du dos, les dorsaux, également du postural. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un travail de fond et puis ensuite de
de continuer une fois la saison partie avec ses acquis. Concorde top. Et je dégauchis maintenant. 3-0, on va remonter en diamant top. Reçu, on va partir en vierge à droite. Vierge à droite, j'incline. Cadence bien. 3-0, on va passer en concorde top. Reçu, et on rentre à la rock comme briefé. À la patrouille de France, le briefing est d'autant plus important, et notamment la musique, puisqu'en fin de compte, c'est vraiment une façon pour nous de vraiment se concentrer à nouveau sur la mission, et en fait, on refait complètement le vol dans notre tête, on va dire, voilà, en faisant les gestes. C'est une répétition, c'est vraiment une répétition générale, et on fait tout ça avant, et en fait après en vol, on va refaire exactement la même chose que ce qu'on a fait pendant le briefing, pendant la musique. Alors deux choses intéressantes, en aéronautique, on ne fait pas un vol sans le briefer, sans briefing. On ne fait aucune mission aérienne sans briefing. Ça date du début de l'aviation. Tous ces mots d'ailleurs, briefing, leader, machin, ça vient de l'aéronautique, hein, depuis les débuts, pendant la Première Guerre mondiale. Et souvenez-vous, à l'époque, on n'avait pas la radio. Et donc, entre pilotes, on ne peut pas se parler en vol. Et donc, on faisait des briefings, c'est-à-dire qu'on se briefait, on discutait entre nous pour savoir comment ça allait se passer en vol. D'accord ? Et son corollaire, au retour, c'est débriefer. Maintenant, dans l'entreprise, presque tout le monde brief. On en reparlera tout à l'heure. Et c'est un truc important, d'accord ? La briefing, c'est la dernière partie. Ça ne se substitue pas à la préparation du vol, hein, de la mission. On prépare d'abord, et ensuite on brief juste pour donner les derniers éléments de la mission, pour être sûr que tout va bien s'enchaîner. D'accord ? Si vous avez des questions après, on en parlera. Et ensuite, voilà. Alors, autre chose, là, ce qu'on voit aussi, qui est un truc assez intéressant, c'est ce qu'on appelle la visualisation. C'est-à-dire que pour aller plus vite, parce que dans la patrouille, on demande de progresser très très vite, et chaque vol est plus compliqué les uns après les autres, le leader parle, et les pilotes se mettent en situation mentale, c'est-à-dire qu'ils visualisent dans leur tête ce qui va se passer, et ils le visualisent avec leurs mains aussi. Ils jouent avec leurs mains parce que vous avez en fait, vous touchez le manche de la main droite, et puis avec la main gauche, vous avez deux manettes de gaz, et puis vous jouez sur les deux comme ça en permanence, très très légèrement. Donc c'est pour ça qu'ils sont en train de faire ça en fonction de chaque figure. Et comme on est chacun à un endroit différent, chacun doit quand on est à l'extrême gauche, à l'extrême droite, c'est pas du tout le même vol. Voilà. De venir à la patrouille, c'est une remise en cause totale. On redevient, comme on dirait dans notre jargon, un PIM, c'est un pilote qui arrive en escadron, le PIM. Là, on reprend tout à zéro. C'est vraiment quelque chose de complètement différent. Une nouvelle équipe, ça veut dire des changements à tous les niveaux, puisque la particularité de la patrouille de France, c'est que chaque année, chacun occupe un nouveau poste. Donc tout le monde doit se remettre en question, et bien sûr, le but, c'est de progresser tous ensemble, de partir d'un pas commun vers la finalité, qui est de réussir à être prêt au début de saison. Et donc le but, c'est que les plus anciens, bien qu'ils aient à appréhender une nouvelle place, réussissent à faire l'instruction nécessaire pour permettre aux trois nouveaux de progresser correctement, et également aux leaders de prendre ses marques et de réussir à amener la série. Alors, où est-ce que j'ai mis mon pointeur là, Alors les quatre qui parlaient là, il y a le leader à l'extrême gauche, le nouveau leader, qui était l'année précédente Charognard. Vous avez à côté de lui les deux nouveaux intérieurs. J'ai oublié de vous dire que les trois nouveaux, on les met systématiquement là. Donc ça, c'est le leader. Les deux intérieurs, on les met de chaque côté. Les deux nouveaux. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile quand même. Parce que plus vous êtes près du leader, plus c'est facile. Et puis le charognard, donc futur leader, il se met derrière. Voilà. Et vous voyez que là, ils apprennent, hein, ils font leur gamme. Et vous voyez, lui à peu près bien, mais lui est un peu trop avancé peut-être. Vous voyez, c'est pas la même chose. Ils sont pas, lui, un peu plus près. D'ailleurs, vous verrez dans toutes les images, il y a toujours l'intérieur gauche qui est plus près.
Pardon, celui-là est un peu plus serré, vous voyez, l'aile n'est pas tout à fait la même. Et on fait des arrêts sur image en permanence pour vérifier que les gens sont bien en place. À son terme, en étant le plus régulier possible pour permettre un bon travail de tous les équipiers. Nous, on est en ce moment dans la première phase où on fait des figures de base dans la formation de base qui est le diamant ou le concorde. Donc c'est vraiment un travail où chacun va trouver sa nouvelle place, puisque les 3 nouveaux, forcément, nous c'est tout nouveau, mais également pour les anciens, puisqu'ils changent de place. On se rend bien compte de l'étendue du travail qui nous reste à faire. Exactement, voilà. La dimension de l'entraînement qui reste à venir pendant l'hiver. Mais c'est pour ça qu'on est rentré aussi à la Patrouille de France, c'est parce qu'on était attiré par ce vol différent. C'est pas, on vole pas à 8 et on fait pas ce type de démonstration comme un pilote en avion de chasse. Donc au départ, on est tous des pilotes de chasse, on avait tous envie de faire ce métier-là. Mais là, on a l'occasion de goûter à un autre type de vol qui nous impressionne au départ et qui nous attire forcément. Marc, on t'écoute. Eh bien pour toi Couli, la figure très bien. Par contre le virage à gauche pour revenir perp m'a l'air bien envoyé d'entrée. Sinon dans les ailes, Marco. Et je dégauchis maintenant. Alors 2 choses intéressantes, 3 plutôt. D'abord ici le caméraman, que je vous expliquais, c'est un mécanicien qui filme en permanence. Lui c'est le remplaçant. Il a un casque radio, il est en permanence avec le leader en vol. Et surtout pour la sécurité. C'est-à-dire que s'il voit tout d'un coup arriver un avion de tourisme qui se serait un peu égaré ou en panne radio le week-end au milieu du dispositif, personne n'est au courant, et lui il le voit et il va le lancer au leader, d'accord, et lui faire éventuellement arrêter la plantation. Et 3e chose, vous avez vu un débriefing en vol. Alors, on débriefe jamais en vol en aéronautique, jamais. On n'a pas le temps. Parce qu'on est toujours dans l'action, on est toujours en train d'être prêt pour la minute qui suit ou les 30 secondes qui vont suivre. On débriefe par contre toujours. Il n'y a pas une seule mission qui se fait en aéronautique sans débriefing à l'issue. Là, on fait un débriefing partiel en vol, c'est-à-dire qu'on fait souffler les pilotes, on les écarte un peu, plutôt que de rester à 3 mètres. Ils sont entre 2 mètres 50 et 7 mètres. D'accord ? Parfois même un peu plus près. Et ça dépend des figures. Et puis là, comme ils sont très tendus, ils ne peuvent pas avoir un quart de seconde d'inattention. C'est-à-dire que l'intérieur droit qui tient sa place sur son leader, il a la tête toujours tournée comme ça. Pendant tout le vol, il est comme ça. Il ne regarde jamais devant. L'extérieur, même chose. De l'autre côté, et l'autre côté, évidemment, c'est changer de position. Ils regardent à droite. Ils sont coincés. On ne change pas pour faire plaisir Non, c'est comme ça. Donc il faut peut-être un peu masser le cou de temps en temps. Mais c'est comme ça. Donc on fait un débriefing partiel, c'est-à-dire que là, pour que les pilotes se soufflent un peu, on les écarte de 10 à 15 mètres. Et puis on fait un débriefing partiel au sol, c'est-à-dire que le remplaçant débriefe le leader. On dit, tiens, ta figure, elle était pas mal, mais elle peut s'améliorer, ou elle était trop loin, trop près. Parce que n'oubliez pas que les 3 nouveaux équipiers apprennent leur métier au sein de la patrouille, mais le leader aussi. Le leader, il doit apprendre à évoluer, c'est lui qui va être le chef d'orchestre. Donc il apprend son métier de chef d'orchestre simultanément. Voilà. Et puis tous les autres aussi apprennent leur nouvelle place. Et sinon dans les ailes, ça travaille avec de la vobulation de position, en étagement, écartement dans l'ensemble. Pour moi, oui, je suis assez près de la perp, alors du coup, je suis obligé de vraiment laisser monter pour faire baisser la vitesse. Il y a un débriefing, il y a un point central systématiquement, donc équipé de radio et qui donne son débriefing après une série de figures ou une simple figure. Ensuite, les extérieurs et les solos débriefent ce qu'ils ont vu, à la fois au niveau des trajectoires, que ce soit du leader et bien sûr du travail des nouveaux, donc des 2 intérieurs et du charognard. Donc après chaque ensemble de figures ou chaque figure, on est débriefé et comme ça, si on la refait une seconde fois, on peut essayer de progresser et de ne pas refaire les mêmes erreurs. La particularité à la Patrouille de France, c'est qu'il y a réellement un trio. Le trio, c'est l'avion, le mécanicien et le pilote.
Et l'autre particularité, c'est que c'est le mécanicien qui choisit son pilote en piste pour faire toute la saison, donc qui commence avec l'entraînement et puis qui se poursuit bien sûr avec ensuite les présentations. Alors, petit aparté, et d'ailleurs que vous pourriez pratiquement retrouver peut-être chez certains conducteurs d'engins, tout ce qui est répétitif, tout ce qui est connu en aéronautique fait l'objet de checklists. D'accord ? C'est un truc qui est vachement bien. Parce que ça a été éprouvé, ça a été expérimenté, ça a été étudié. Donc si c'est la checklist, c'est que c'est bien. S'il y a un problème, on fait évoluer la checklist. Mais on apprend absolument très rigoureusement, le mécanicien a une checklist, le pilote a une checklist, et ils doivent absolument s'y tenir. Savez-vous que ces checklists-là, maintenant, ces procédures-là sont adaptées en médecine. Les chirurgiens, maintenant, ont des checklists aéronautiques qui ont été transposées. On a gagné 30% d'erreurs médicales, uniquement en adoptant des checklists. Donc, pour ceux qui ont parfois des analogies dans leur métier, chaque fois qu'on a quelque chose de répétitif, pensez aux checklists. Et tout à l'heure, vous voyez à un moment, il y a un mécanicien qui récupère des petites aiguilles. Hein. Ce sont les sécurités du siège éjectable. Parce que le siège éjectable, celui-là, il a 5 sécurités. Une poignée basse, une poignée haute, et puis 3 poignées latérales. Et il ne faut pas l'enlever avant pour éviter que malencontreusement le siège soit éjecté au sol, ce qui arrive. D'accord ? Alors s'il n'y a personne dessus, c'est pas grave, mais s'il y a quelqu'un dessus, c'est plus embêtant. Voilà. Donc voilà, donc on enlève ça. Voilà. Et puis en plus, je vous montrerai peut-être tout à l'heure, mais quand on s'éjecte, en fait, on n'ouvre pas la verrière tranquille, on tire sur le truc et ça sort. Non. En fait, au moment où on tire, on explose la verrière. Il y a des cartouches de dynamite tout autour de la verrière. Et quand vous tirez, la première chose qu'il fait, c'est exploser la verrière, en fait, parce qu'on passe à travers. C'est pour ça qu'il y a un renforcement ici en fer, au-dessus de la tête du pilote, pour passer à travers, parce qu'on gagne du temps, en fait. Alors, toutes les procédures des mécanos, là, ça, c'est des procédures, hein. La manière dont le pilote va tourner ses commandes, la manière dont les signes que le mécano va faire, tout ça c'est codifié au départ. Hein. On a quand même l'impression d'avoir fait des progrès et d'avoir évolué. Quand on regarde la vidéo, à chaque fois, on s'aperçoit qu'il y a quand même une énorme évolution par rapport à ce qu'on faisait quand on était au départ, où on faisait par exemple simplement une boucle. Cette boucle à 8, en fait, c'est un exercice relativement simple, entre guillemets, à comprendre. En tout cas, c'est une boucle à 8 avions toute simple, et qui est validée ou non par la personne qui est en point central, donc le remplaçant, et qui regarde si les 3 nouveaux sont bien en place ou pas. Et on en fait jusqu'à ce que les 3 nouveaux soient bien en place. Et là, pour nous, le Schtroumpf, c'est quelque chose de très important, puisque c'est vraiment l'intégration au sein de la patrouille. C'est un peu là où on perd le titre de Schtroumpf, pour vraiment prendre place entière, on va dire, dans la patrouille. Alors un Schtroumpf, c'est le jeune pilote qui vient d'arriver
et qui intègre juste la patrouille. Donc après, il y a plusieurs explications à ça. Il y a des explications de fumigène, puisqu'a priori, avant, il y a un jeune qui a déclenché le fumigène bleu, et les gens se sont retrouvés tout bleus, donc voilà, c'est venu de là. Mais bon, aussi, c'est le bleu ciel de la combinaison qui nous fait un peu ressembler à des Schtroumpfs. Voilà. Eh bien, à l'issue, donc, tu seras clair pour la 16. Sinon, celle-ci était parfaite. Donc, je valide. Et bon, pour Souvi, bienvenue à la patrouille. Pilou, pareil. Bienvenue. Et Giorgio, bienvenue à la patrouille. Et on vous souhaite longue vie. Reçu. Ben, merci Diopé. Des petits signes dans les ailes. Ben, c'était une belle boucle. C'était une belle boucle. Bienvenue Pilou. Alors, quelque chose que je fais systématiquement quand je fais une conférence, et je vais voir si Thierry est bon en fait, mais il n'a pas le droit de répondre. Je vérifie l'attention des spectateurs. Alors, je vais vous poser la question, dans la figure juste avant celle-là, là, est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Vous dites plus fort? Oui, nous deux avions. On va regarder. Hein, c'est un test, c'est un test. Alors, il faut bien que je fasse ça. Alors vous disiez, monsieur, il y avait quoi? Il y avait deux derniers qui avaient tourné, c'est ça? Il y a d'autres qui a remarqué autre chose, non? Oui, il y en a un qui a l'autre sens, mais en fait, c'est pas ça qu'il faut dire, c'est qu'il y en a un qui reste correctement, il y en a 7 sur le dos. D'accord? Et alors là, j'insiste parce que c'est une figure unique au monde. C'est pas du tout comme une boucle tranquille où là, on se retrouve les 8 sur le dos. Là, c'est facile. Là, on est en basse altitude, le leader, il est là, et puis les intérieurs se mettent sur le dos, et ils restent en formation sur le leader. Et puis les extérieurs se mettent sur le dos et se mettent en formation. Et les deux solos se mettent sur le dos, et le charognard. Il n'y a que le leader qui pouvait aussi se mettre sur le dos, mais il ne se met pas. Voilà. Et donc, tous ces repères sont inversés. D'accord? Vous comprenez ça? Parce qu'il avait des repères comme ça, il tenait ses repères, et là, les commandes sont toutes inversées. Alors ça, c'est rien. Le problème, c'est que, vous savez combien d'autonomie sur le dos? 40 secondes. Pourquoi? Parce que les réservoirs, ils ont des pompes, et il y a les pompes d'alimentation de carburant, et quand ils se vident, quand vous retournez sur le dos, et ben pouf, ça désamorce les pompes. Donc on a ce qu'on appelle un AccuVol 2, c'est un réservoir spécial, et il me donne 40 secondes d'autonomie. Donc il ne faut pas que ça traîne, parce que sinon il va y avoir 7 comptes rendus. D'accord? Parce qu'après ça arrête. Voilà. Donc c'est un petit truc, parce qu'il n'y a que la patrouille qui fait ça.
Dans ce domaine-là, vu que je réalise mes rêves tous les jours au travail, eh bien, je m'estime être privilégié, effectivement. Je voulais faire partie de la patrouille, donc le fait d'y arriver, c'est relativement important pour moi. Alors ça, c'est que le début, vous avez bien compris, parce que c'est les premiers vols, en fait, ça dure à peu près 4 semaines, jusqu'à ce que les pilotes soient bien en place, que le leader est bien mis au point, il réussit avec ses 8. D'abord, les 3 nouveaux tiennent à peu près en place, en sécurité, c'est ça le plus important, et puis les autres ont bien pris leur marque, et on attaque. Et maintenant, il y reste 4 mois pour faire un VTA spectacle de 20 minutes, d'accord? Donc, il a planifié dans sa tête toute sa progression, il a déjà imaginé son spectacle, et il va le mettre au point au fur et à mesure pendant 4 mois, en durcissant les figures au fur et à mesure. Donc, comment il fait ça? Chaque vol est préparé, est briefé, avec une difficulté supplémentaire. Et on en fait, jusqu'à ce qu'on avance. Et on fait figure par figure, et ensuite on fait les enchaînements. On utilise la visualisation, le débriefing en vol, pour aller encore plus vite. C'est-à-dire qu'on fait un petit bout de figure, on s'arrête, on ne peut pas s'arrêter dans le ciel, mais on se met en relax. Et puis on dit si c'était bien, pas bien, est-ce qu'on peut améliorer, et on recommence. Et puis surtout, on fait un débriefing au sol, où tout le vol a été enregistré, et tout le monde va raconter comment il a vécu son vol. Et à la fin, le leader repasse tout le film, et fait des arrêts sur image, comme on l'a fait tout à l'heure, pour voir si chacun est en place ou pas. Voilà une idée des figures que l'on fait, dont une particularité encore, la dernière en bas à droite, qu'on ne fait que le 14 juillet. Oui, parce que c'est le seul moment dans l'année où on vole à 9. Alors ensuite, on met au point les figures. Et là, c'est intéressant parce que on va rencontrer les limites des pilotes aussi. Alors il y a une particularité, c'est que l'être humain ne connaît pas ses limites. 2, il adore jouer avec ses limites. Et s'il est formé, il ne peut que reculer ses limites. Tout l'art du leader, c'est de ne pas aller trop loin et de parfaitement connaître ses équipiers pour savoir jusqu'où ils peuvent aller. Et toujours se garder une porte de sortie pour les aléas. D'accord ? Il ne faut jamais travailler aux limites. Toujours un peu en deçà. Les Italiens ont eu une fois un très très grave accident parce qu'ils n'arrêtaient pas de voler aux limites et un jour ça a été une catastrophe. C'est pour ça qu'ils sont interdits de vol en France, d'ailleurs, les Italiens. Les Frecciatori, ils ne volent jamais en France. Parce qu'ils ne respectent pas les mêmes normes que la France impose, c'est-à-dire un minimum d'altitude, si vous voulez, pas de survol du public. Enfin, il y a des tas de normes qui sont très, très calibrées. Alors ensuite, après 5 mois de formation, si tout va bien, début avril, on se présente devant le chef d'état-major de l'armée de l'air, on présente le spectacle, et puis il l'approuve ou ne l'approuve pas, ou il demande de refaire des trucs. En principe, il est un peu au courant. Et il a envoyé 3 fois dans l'année une comité de sécurité des vols pour discuter avec le leader, pour voir si ça avance bien. Et si on ne prend pas trop de risques dans les figures. Et ensuite, changement de rythme. Avant, tous les soirs, on était à la maison. Lundi, mardi, mercredi, on faisait 2 vols par jour, parfois 3. Le week-end paisible. À partir du début avril, c'est un tout autre rythme. Il n'y a plus de jeudi, plus de vendredi, plus de samedi, plus de dimanche, plus de lundi pendant 6 mois. On est parti, on fait 2 à 3 meetings par week-end. De avril jusqu'à octobre. Et là aussi, il faut tenir nos pilotes parce qu'on les lâche un peu dans la nature et ils sont confrontés à la relation avec le public. Et c'est quelque chose de très très fort en fait. Et les pilotes sont toujours, que vous ne voyez jamais d'habitude parce qu'ils sont dans leur base aérienne ou ils sont dans des zones un peu en dehors des grandes villes. Là, on leur demande d'aller au contraire dans le public, donc il faut bien les tenir. Pour des raisons que vous pouvez aussi imaginer. Chacun imaginera, c'est celle qui veut. Alors, qu'est-ce qu'on utilise comme outil ? Souvenez-vous, on se remet en cause tous les ans, on change de leader, on change 3 nouveaux équipiers, tout le monde change de place et ça fonctionne. C'est vrai que les pilotes, ils ne sont pas mauvais, mais souvenez-vous, quand ils ont débarqué, ils étaient incapables de faire un seul vol à 2 comme ça avec la patrouille.
Donc, on va leur apprendre. Alors, on les recrute parce qu'on pense qu'ils ont le potentiel, parce qu'ils ont une certaine aptitude à se fondre dans l'équipe, enfin, je veux dire, à accepter les règles de l'équipe, d'accord ? Et ne pas mettre trop d'ego personnel. On va travailler donc le recrutement. On va travailler la période d'intégration. Ce que vous avez vu là, en fait, c'est la période d'intégration. Les 3 nouveaux, on regarde s'ils tiennent le coup. S'ils arrivent à faire cette boucle à 8. Et c'est seulement là, d'ailleurs, c'est un peu la période d'essai en entreprise. Des statistiques montrent que plus une période d'essai est soignée, plus la personne potentiellement recrutée va rester longtemps en entreprise. Moins cette période d'essai est soignée, moins elle reste en entreprise. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas la patrouille, c'est les statistiques d'entreprise. D'accord ? Donc cette période d'intégration, elle est à soigner. Moi, je crois souvent des chefs d'entreprise parce que je fais des conférences à l'APM, l'Association pour le progrès du management, et j'ai des chefs d'entreprise dans la période d'essai qui me font un minutage, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que, grosso modo, toutes les 2 heures, le nouvel entrant a quelque chose à faire, à rencontrer quelqu'un, et il a un véritable parcours initiatique qui dure le temps qu'il faut et avec des comptes rendus. Donc ça, c'est un truc... et l'expérience montre que mieux c'est fait, plus longtemps la personne reste dans l'entreprise. La place et le rôle de chacun, chacun doit avoir, vous avez vu, hein, pour les 8, hein, intéressant, ce qui n'est pas toujours évident, mais chacun a un rôle bien défini pendant une année. D'accord ? Et on ne peut pas prendre la place de l'autre. Le seul qui peut remplacer, c'est le remplaçant qui peut... mais quand l'équipe est en route, chacun a son rôle. Et bien délimité par la place d'à côté. Comme les gens ne connaissent pas leur boulot, il faut leur apprendre et on les forme. Ils ne savent pas faire une boucle à 8. Ils ne savent pas faire une formation sous 3G, sous 4G. On leur apprend. On les forme. Chaque mission est préparée, indispensable en aéronautique de manière globale, que ce soit en aviation militaire, en aviation de ligne ou même en aviation d'aéroclub. J'ai oublié votre prénom. Jean-Sébastien. Quand Jean-Sébastien, vous me dites si je dis une bêtise, mais même quand il va faire son vol le week-end, il prépare son vol. Et puis il briefe avec son instructeur, c'est un instructeur, ou avec quelqu'un d'autre. D'accord ? Et au retour, il débriefe avec son instructeur. Alors on va y venir sur le débriefing. Préparation, le briefing, qui je vous le dis, est la phase finale juste après la préparation, c'est les derniers éléments. Tiens, est-ce que le vent a tourné ? Est-ce que le vent vaut ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'eau ? Est-ce qu'il y a, voilà, les dernières informations, est-ce qu'il y a un problème avec le radar ? Est-ce qu'il y a une dernière fréquence radio entre nous qui a changé ? Voilà, les derniers éléments juste avant le vol et les dernières consignes du leader. Le briefing, contrairement au débriefing, est assez religieux. C'est-à-dire que c'est le chef de dispositif, le chef de mission ou le dirigeant qui donne ses dernières consignes. Ce n'est pas un dialogue, hein. C'est vraiment une dernière consigne. Il y a une petite question si quelqu'un n'a pas bien compris. Chacun normalement doit savoir ce qu'il a à faire. A contrario, le débriefing que l'expérience montre, on n'utilise jamais assez en entreprise. C'est un truc hyper intéressant. C'est quoi, là, le débriefing ? C'est la restitution de la mission. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va raconter tout ce qui s'est passé. Même chose, l'expérience montre auprès des dirigeants d'entreprise que si vous ne faites jamais de débriefing, le jour où vous en faites un, ça paraît comme une inquisition. Donc les gens se planquent dans leur ciel, non, j'ai rien vu, j'ai rien dit, j'ai rien fait, je ne vais surtout pas avoir d'emmerde. D'accord ? Alors que si, chaque fois qu'il y a une mission, un truc, dit tiens, comment ça s'est passé, Gaston ? Gaston, il raconte son truc, c'est un petit débriefing. Il y a des entreprises, elles font un petit débrief tous les soirs. Tiens, alors moi je ne vous demande pas de débriefer vos 500 collaborateurs, ou vos 2000, non, juste l'équipe dirigeante. D'accord ? Tiens, comment c'est passé aujourd'hui, tout ça. Ça, en entreprise, c'est franchement adapté au rythme de votre entreprise. Il n'y a pas de règle d'or. Quand est-ce que le gouvernement, hors affaire Cahuzac, brief ou débrief ? Le mercredi, au Conseil des ministres, ça commence d'ailleurs par un débriefing des incidents de la semaine, et puis ça enchaîne par un briefing du président qui donne ses directives pour la semaine. D'accord ? Les entreprises, en fonction de leur activité, il y a des gens qui vont briefer et débriefer tous les jours,
et d'autres qui vont le faire une fois par semaine, et d'autres une fois tous les 15 jours. Mais évitez d'en faire qu'une fois tous les mois, c'est pas assez. D'accord? Et ça va être quelque chose qui va être très très naturel. Moi, l'autre jour, un chef d'entreprise me dit, moi c'est vachement simple, tous les matins, à 8h30, la porte se ferme. Et je briefe ma journée. Ça oblige tous vos principaux collaborateurs à être là à 8h29, parce qu'une fois qu'elle est fermée, ils ne rentrent plus. Donc une fois, 2 fois, et après, je vous assure, ils vont être à l'heure. D'accord? Et puis ça ne dure pas longtemps le briefing, hein. Attention, hein, c'est juste quelques mots. Hein. Et si vous faites ça quotidiennement, si ça vous intéresse, il faut en profiter pour faire le petit débrief de la veille. Alors un petit truc pour le débriefing aussi, je ne vais pas tout raconter parce que parfois j'y passe 8 heures sur ces notions-là, mais le débriefing, pour le désacraliser, ça commence toujours par une restitution objective des faits. Ce n'est pas un avis, non, c'est du factuel. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait une exposition, on a fait un congrès, on a eu 50 participants, pendant l'Assemblée générale, il y avait quelques rangs vides, le rapport de comptable était parfait, l'expert comptable, hein, c'est ça, non? Ouais. Le commissaire aux comptes, pardon, remarquable, j'ai bien noté, de cohésion et de... Bon, c'était facile, hein, avec des comptes comme ça, c'était facile quand même. Hein. Il n'y avait pas de compte planqué ailleurs. Hein. Donc c'était simple. Mais n'empêche que c'était bien, voilà. Et puis c'était terminé à 17h30, d'accord? Bon, ça c'est des faits, d'accord? Ça durait tant, voilà. Donc quand vous débriefez, commencez toujours par du factuel, d'accord? Et une chose qui est très intéressante à faire aussi, et c'est un moment unique, vous faites parler toutes les personnes qui ont été concernées par la mission. Chacun doit s'exprimer. Pourquoi? Parce que vous avez vécu cette mission, ou cette journée, ou cette semaine d'une certaine manière, mais vous n'étiez pas à la place d'un tel. Donc c'est très intéressant de les faire parler pour qu'ils racontent comment ils l'ont vécu. D'autre part, à une époque où nos collaborateurs ont plus que jamais besoin de reconnaissance, le fait de les faire parler, ça les prédispose aussi à la reconnaissance. D'accord? Et troisième chose, l'expérience montre qu'en entreprise ou dans le gouvernement, dans les ministères, on a fait des vertes, on débriefe toujours quand il y a un gros problème. D'accord? Ça, c'est en débrief. Et puis d'abord, on débriefe n'importe comment, souvent. D'accord? Parce que c'est à chaud, c'est machin. Et d'ailleurs, quand il y a des gros événements, on fait 2 débriefings. On fait un débriefing à chaud, parce que toute la mission est dans les mémoires, et on fait un débriefing à froid si c'est très important. D'accord? Autre chose, le débriefing, il faut débriefer régulièrement et débriefer même si tout s'est bien passé. Un débriefing, ça peut être 1 minute, 2 minutes, mais il y a un tout petit truc, chacun. Et c'est très important parce que parfois ça se passe bien, et bien il y a une raison pour laquelle ça se passe bien. Et bien aussi bien vous n'êtes pas au courant, d'accord? Et ça c'est important que vous, en tant que chef d'entreprise, ça vous remonte, d'accord? Bon, j'insiste débriefing, et puis si on a le temps, si on a une question, je vous parlerai du débriefing du Rio-Paris. La catastrophe entre Rio et Paris. Voilà. La gestion de ses équipiers, ça c'est exactement comme l'entreprise. Hein. Ils ont l'air vachement bien, nos gars, là. Ils sont gentils, et tout. Mais enfin c'est des sacrées personnalités aussi. Hein. Il faut les tenir, hein. C'est chaud de course. Hein. Les chevaux de course c'est fragile, hein. Vous le savez ça. Donc reine courte, reine longue, l'attaque, il faut le tenir. Donc là c'est pareil que nos collaborateurs aussi sur les chantiers, c'est pas toujours simple. Hein. Surtout chez moi, entre les plaquistes et les électriciens, je ne vous raconte pas le bordel. La motivation, chez nous, c'est facile. C'est vrai. Ils sont hyper motivés. Mais ça, on n'a pas le temps, je n'ai pas le temps de vous faire un cours sur la motivation d'entreprise, même si on pourrait le faire. Transmission de savoir-faire, nous, comment on fait? Avec le débriefing, le retour d'expérience, les checklists. Qu'est-ce que c'est? C'est du retour d'expérience, les checklists. Parce que ça fonctionne. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. C'est toujours facteur de progrès et de performance. Alors, le leadership. Alors, il y a 12 points, si ça vous intéresse, je vous laisserai le briefing, je laisserai à Thierry, il transmettra à ceux qui s'intéressent. Moi, j'ai essayé de faire une analyse de la patrouille de France. Il n'y a aucun des 12 points que je peux enlever pour que ça fonctionne. Regardez bien, si j'en enlève un seul, en fait, il y en a un seul que je peux enlever et la patrouille ne s'écroule pas. Mais s'il y en a un que je laisse de côté, ça ne va pas bien se passer. Il n'y en a qu'un
celui-là, où ça a apparu au fur et à mesure. D'accord? Mais sachez que tous les champions de sport maintenant le font. Souvenez-vous des skieurs, les champions de ski, ils visualisent leur trajectoire. Ceux qui font du golf aussi, ils peuvent visualiser leur swing ou leur trajectoire. Et souvent la nuit, la veille de leur compète. Voilà. Donc l'aviation, c'est un truc intéressant. Les pilotes de Formule 1 le font aussi. Voilà. Alors, on a des collaborateurs, on essaye plus ou moins d'adapter les 12 points. Ça fonctionne. Mais, et si ça fonctionne bien, si c'est bien conduit, on peut atteindre des sommets. Mais vous avez beau avoir les meilleurs collaborateurs du monde, la meilleure patrouille du monde, si vous allez dans le mur, toute la patrouille va dans le mur. Je ne plaisante pas, c'est arrivé. Les Américains, les Thunderbirds, ont planté 4 F-16 comme ça. Le leader a raté une boucle et tous les autres sont allés. D'accord ? Et dans l'entreprise, malheureusement, regardez Kodak. Kodak était première société au monde à l'époque dans la photographie qui a raté le virage du numérique. Elle est partie dans le mur parce que les dirigeants n'ont pas pris le bon cap. D'accord ? Donc le leader, c'est la même chose chez nous. C'est lui qui fixe les objectifs, c'est lui qui fixe la stratégie pour atteindre les objectifs. La stratégie, c'est toujours adapté aux objectifs qu'on s'est fixés. C'est lui qui motive. Si on fait la tête le matin au boulot en arrivant, les mecs vont faire la tête. Si on a le sourire, on dit bonjour à tout le monde, il y a un sentiment de bonne humeur en entreprise. Ça, c'est, je peux vous dire, je n'ai pas vu d'entreprise avec un chef depuis 3 ou 4 ans qui n'est pas à l'image de son chef. Sauf les actionnaires qui dirigent à la place du manager. Hein. Mais si un manager a toutes les manettes, eh ben, je peux vous dire que chez nous, c'est comme ça, un escadron est à l'image de son chef. Hein. Alors le chef, c'est lui qui conduit au quotidien. Hein, et il y a une manière de conduire qui est vachement intéressante, justement, c'est ces rendez-vous hebdomadaires ou journaliers ou bimensuels. Chaque entreprise a son rythme. Est-ce que vous avez étudié le rythme de respiration de votre entreprise? Chaque entreprise a un rythme, en fait. Elle vit d'une certaine manière. Et vous pouvez vous l'accorder grâce à ces rendez-vous, soit quotidiens, soit hebdomadaires. C'est vous qui fixez le rythme. Il y a évidemment le marché qui fixe le rythme aussi, évidemment. Hein, les périodes d'été qui sont plus importantes pour certains, pas pour le bâtiment, mais pour d'autres. Enfin, je veux dire, les périodes des vacances scolaires. Et on a à la fois le marché et à la fois le rythme que donne le dirigeant. Voilà, la conduite. Et puis, de temps en temps, il faut, comme on appelle chez nous, recaler les gyros. Et ça, il n'y a que le chef qui peut le faire. Alors, vous savez ce que c'est que recaler les gyros? Recaler les gyros, c'est serrer les boulons. D'accord? Pourquoi? Ça vient de l'aéronautique, toujours. C'est que quand on volait dans les nuages, vous aviez un horizon artificiel. D'accord? Et à l'époque, pour le tenir horizontal dans les nuages, il y avait des gyroscopes qui tournaient comme ça, bien verticaux. Et puis, au bout d'une demi-heure, 3 quarts d'heure de vol, ils précessionnaient. D'accord? Et donc, ils décalaient. Et donc, l'horizon, quand vous étiez horizontal normalement, votre horizon était comme ça. Alors, il ne fallait pas rentrer dans les nuages avec un horizon comme ça. Alors, on se mettait bien en horizontal, les ailes sur l'azur, là, sur la base des nuages, vous mettez bien en horizontal, et puis vous tiriez sur un bouton, et vous recalez les gyros, vous le remettez vertical, d'accord? Et ça, en pratique, dans l'aéronautique, ça veut dire qu'on serre les boulons et qu'on arrête les dérives des uns et des autres, d'accord? On vérifie que chacun fait ce qu'il a à faire. C'est ce qu'on appelle recaler les gyros, d'accord? Et ça, il n'y a que le leader pour le donner ou le chef de mission. Voilà. Alors, est-ce qu'on a 5 minutes de questions avant que je conclue ou je conclue? C'est toi qui me dis le rythme, Thierry. Est-ce qu'on a un peu overshooté? Je pense que vraiment le sujet est tellement intéressant. J'imagine que sur les analogies, en tous les cas, Patrouille de France et entreprise, si vous avez l'une ou l'autre question, allez-y, c'est le moment. Avant que je conclue. Oui, si, il y a une question. Ici, j'arrive, monsieur. Voici. Présentez-vous, s'il vous plaît, votre question. Olivier Mailleux. Tout à l'heure, on parlait du remplaçant. Le remplaçant est capable de remplacer également le chef de patrouille? Alors, c'est une très très bonne question. Il y a un certain nombre d'années, quand on recrutait les 3 premiers, parfois, ou 4, on recrutait un remplaçant.
et il faisait du remplacement uniquement. C'était une erreur. On a complètement changé. En fait, le remplaçant, on prend le pilote le plus expérimenté de la patrouille, qui a déjà fait 1 an d'intérieur, puis 1 an de second solo, puis 1 an de leader solo, et là, plutôt que de le faire partir, on le met l'année suivante comme remplaçant. Donc il peut remplacer tout le monde, sauf le leader. Ok. Donc c'est un peu différent de l'entreprise, parce que souvent le remplaçant, ça peut être la 5e roue du carrosse. Et c'est pas le cas chez vous. Ouais, non, c'est pas le cas, non. Et vous me posez pas la question de savoir comment ça se passe quand le leader est malade. D'accord? Eh ben, bravo, madame. À ma connaissance, il n'est jamais tombé malade en 60 ans. Pendant 59 ans et quelques mois. Peut-être 1 ou 2 fois, je ne suis pas au courant, hein, mais en principe, c'est jamais arrivé. Si ça arrivait, si vous voulez, on irait récupérer le leader de l'année suivante, de l'année précédente. D'accord? Autre question? Oui, madame. Vous vous présentez, s'il vous plaît? Isabelle Lacoste, B2MTP. Vous avez dit que dans les 3 nouveaux, c'était le charognard, c'est-à-dire que l'année d'après, il sera leader, oui. Alors qu'il vient à peine d'arriver? Oui, parce que en fait, on a une contrainte imposée par le chef d'état-major d'armée de l'air qui est que, d'abord, il y a une chose que je ne vous ai pas dite, que je n'ai pas pu vous dire en 1 heure et demie, c'est que dans les 3 nouveaux, on a 2 qui ont fait la formation directe après bac et 1 qui a fait la formation école de l'air d'ingénieur. D'accord? Pourquoi? Parce que le leader, au-delà d'être commandant en vol, il a un gros rôle de représentation de l'armée de l'air et de son pays à la France étrangère. Donc le chef d'état-major veut que ce soit quelqu'un qui ait fait l'école de l'air, d'accord, qui puisse parler sur tous les sujets chauds, en fait. Donc c'est 2 types de recrutement, et donc le leader est forcément quelqu'un qui a fait soit la petite, enfin pas la petite porte, mais le recrutement après bac, et si ensuite c'est recyclé au sein de l'école des officiers, soit il a fait le recrutement direct. Voilà. Et donc il est affecté comme futur leader. Et comme on nous impose que le leader doit rester 1 an de charognard, 1 an de leader, voilà, ça passe vite. En général, la conclusion. La conclusion. Alors, qui a subi la théorie des ensembles dans les années 70? Ah. Alors, votre serviteur, qui était en principe pas mauvais en maths, en 3e exactement, avec Pythagore, machin, j'étais super content. On arrive en seconde, je dis, putain, c'est quoi ce truc? Putain, c'est de la philo, j'y comprends rien, il y a des ronds dans tous les sens. Et c'était reconnu que c'était une stupidité. Hein. Et heureusement, après en prépa, on est revenu à des maths normales. Mais enfin, certains d'entre nous ont subi les ensembles. Alors, il y avait un petit truc à retenir quand même, que je me plais à raconter, c'est que les ensembles qui regroupent un certain nombre de forces, plus certaines lois de la physique, quand vous avez des forces dans tous les sens qui s'appliquent à un ensemble, il faut appliquer ces forces au barycentre de l'ensemble, au centre de gravité, c'est pas très compliqué en fait, hein, là-bas, et vous faites la somme géométrique de tout ça, et ça vous donne la résultante à droite. Alors je vous demande de me croire sur parole, mais si vous voulez, vous pourrez mesurer, parce que comme j'ai fait le truc à l'envers, c'est sûr que ça tombe bien. D'accord? Alors, en fait, grosso modo, quand vous avez un ensemble avec des forces dans tous les sens, la résultante donne ça. D'accord? Suivant, on fait la somme algébrique et géométrique des forces. D'accord? Alors, on prend 8 professionnels. Ils sont tous de couleurs différentes. Ils sont tous un historique différent. Ils ont tous une vision de la vie différente. Ils ont tous une formation différente. Ils ont tous un âge différent. D'accord? Donc ça regarde dans tous les sens. On applique la théorie ensemble. On les rassemble. Ça fait une équipe de 8. Ça fait un ensemble de 8. D'accord? Si on applique la théorie, si on ne fait rien, ça fait ça. D'accord? On fusionne les forces, les couleurs et ça. On prend les mêmes 8. On les rassemble, pour l'instant, pas de changement. Mais on leur donne une identité, une symbolique commune. On les met en bleu. On les forme et on leur dit le câble d'entreprise, c'est celui-là. C'est ça l'objectif. Donc on les met dans l'axe. On met bien une place et une mission à chacun. Et là, on applique la théorie des forces sur les ensembles. Ça fait ça. OK? Donc, chacun fait comme il veut. D'accord? Chacun choisit sa méthode. Mais voilà, moi, ce que je retiens, tout simplement, de la patrouille, c'est que si nous, en tant que chef d'entreprise, dirigeants, on arrive à sortir le meilleur de chacun,
et ben, l'équipe peut aller vraiment avec la somme du meilleur de chacun, on fait des choses extraordinaires. Voilà. Patrick, je vous remercie. Dutartre.